Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la pandémie a-t-elle engendré de nouvelles fractures françaises? Invités les sociologues Anne Lambert et Joanie Caillouette-Ramblière, rattachées toutes deux à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Elles sont co-auteurs d'une enquête sur le logement et les conditions de vie et elles viennent de diriger ensemble l'ouvrage collectif L'explosion des inégalités, préfacé par la sociologue Dominique Méda et publié aux éditions de l'Aube. Un titre sous forme de constat pour montrer comment la crise sanitaire frappe et a frappé durement les plus fragiles. Une série de portraits incarnés à travers lesquels chacun revient sur ses conditions de vie, les difficultés rencontrées, les ascensions contrariées, le poids aussi de l'incertitude, mais encore les ressources mobilisées pour tenir. Avec nous donc de Marseille, Anne Lambert, bonjour. Bonjour. Et à Paris, en studio à mes côtés, Joanie Caillouette, pardon, je vais y arriver, Caillouette le Ramblière. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue à toutes les deux et merci d'ouvrir cette semaine de grande table avec nous et avec ce contexte qui n'a pas changé depuis les premiers temps de votre enquête puisque vous avez commencé à enquêter sur cette question des inégalités à l'occasion du premier confinement. Pas changé, si, un tout petit peu. Les portes des foyers ont été rouvertes depuis, même si d'un deuxième à un troisième confinement, la situation reste précaire et notamment la situation sanitaire. Alors la singularité de votre enquête est de s'intéresser, Anne Lambert, au monde privé. Vous êtes allée voir derrière les murs où nous avons été confinés. Comment est née d'abord cette enquête ? Oui, alors effectivement, l'enquête, elle est née au tout début, du printemps 2020, donc fin mars exactement, après une petite phase de sidération initiale, qui nous touchait tous, chercheurs, en général, parce qu'on est des êtres sociaux comme tout le monde. On s'est dit avec notre collectif de chercheurs, qu'on coordonne avec Joanie à l'INED, il faut enquêter, il faut aller voir ce qui se passe, chez les ménages, en France, comprendre leur quotidien en matière de travail, de logement, de revenus, de relations familiales. À une époque effectivement, fin mars où on savait rien bien sûr, tout d'abord, et où on parlait vraiment uniquement de questions de santé, d'épidémios. Et du coup, ça s'est posé assez naturellement, assez vite. On a mis de côté nos programmes de recherche, qu'on avait chacun de part et d'autre, chacune, chacun. Et avec 16 chercheurs, on s'est embarqués dans cette enquête, donc dès fin mars, de manière continue, semaine, week-end compris, pour essayer voilà, de documenter. À l'époque, on n'avait pas de visibilité en plus effectivement sur la durée de la crise dans le temps, sur la durée des mesures de confinement, et cetera. Et on a décidé de faire cette enquête en 2 volets dès le début. C'est peut-être une des forces, d'avoir à la fois une enquête statistique en population générale, pour avoir des données de cadrage représentatives France entière sur, qui avait continué à travailler, le télétravail, le logement, qui avait des difficultés à payer, et cetera, les relations familiales ou les services dans le voisinage. Et puis d'emblée, on a lancé une enquête par portrait. L'enquête par portrait, c'était compliqué dans le contexte de confinement, il n'y avait pas de déplacement possible, et cetera. Donc la chance qu'on a, c'est d'être un collectif de chercheurs, interdisciplinaires et qui suivions déjà par ailleurs des enquêtés, dans le cadre de nos enquêtes précédentes, soit sur des sujets de logement, d'éducation, et cetera. Et donc on a décidé de choisir parmi ce corpus large d'enquêtés, des familles qu'on allait, réenquêter. Comme ça, on avait le bénéfice de pouvoir connaître leurs conditions de vie, de logement en temps ordinaire. C'était des familles qu'on suivait parfois depuis 15 ans, 20 ans. Donc, on connaissait leur logement, on s'était déplacé dans le cadre des enquêtes ethnographiques. Et là, au printemps, on s'est donné une grille d'entretien commune et on a fait ce qu'on appelle une revisite. Voilà. Alors, c'est le cas de Rosa que vous avez par exemple rencontré, Anne Lambert. En quelques mots, pour avoir un portrait d'elle et comprendre comment elle a aussi reçu, vécu cette période de crise sanitaire. Parce qu'on va le voir, beaucoup se sont pris la pandémie, l'épidémie en pleine face, et notamment ceux qui ont dû continuer à aller travailler dans cette période-là. D'autres ont vécu le virus comme une réalité plus lointaine, de par leurs conditions de vie, leur lieu d'habitation.
Oui, tout à fait. Bah, Rosa, typiquement, effectivement, c'est une enquêtée que je suivais depuis longtemps dans le cadre de mon travail sur l'accession à la propriété, les ménages qui achètent un pavillon depuis donc fin 2008-2009. Et Rosa, elle est caissière dans une grande surface de bricolage. Et donc au printemps, tout de suite, elle a été arrêtée, placée au chômage partiel, tandis que son conjoint, donc c'est un couple de primo-migrants originaires d'Afrique, lui travaillait sur une plateforme logistique, une grande plateforme logistique qui répartit, livre les colis. Et donc, au contraire, lui, son travail s'est intensifié, travail de nuit, etc. Et pour Rosa, comme pour une partie des enquêtés, ce qui était intéressant, c'est que le virus, donc la menace sanitaire, c'était pas d'emblée un enjeu prioritaire. Ça veut dire à la fois, elle craignait pour la santé de son conjoint, puisqu'il n'avait à l'époque pas encore de gants pour travailler. Il avait eux-mêmes leur linge, leurs habits de protection. En fait, il n'en avait pas. Donc, de retour au domicile, Rosa faisait les lessives, etc. pour lui. Mais par ailleurs, elle-même se retrouvait en fait enfermée chez elle avec ses trois ados à passer le temps. Alors, elle faisait un peu plus de ménage, un peu plus, etc. Elle passait du temps sur Internet, mais à la fois en colère à ce moment-là, parce que son conjoint ne touchait pas les primes dont on commençait à parler pour les travailleurs de première ligne, et en même temps assignée à domicile, malgré un travail peu qualifié, elle voulait aller travailler. Elle a vécu une période effectivement très dure. Et au niveau budgétaire, le ménage a été impacté, bien sûr. Ils ont perdu à peu près 20% des revenus. Mais tant que c'était court, à l'époque, de court terme, ils avaient un petit peu d'assises pour traverser la période. Donc, ça permettait, si vous voulez, de lisser un petit peu cette chute de revenus Voilà, temporaire. ils avaient dû contracter des prêts auparavant. Elle vous dit, à un moment, il a fallu quand même tout compter, hein. On Oui. comptait le moindre euro, hein. Alors, elle comptait déjà avant, mais effectivement, en confinement, ça suppose encore plus de compter et de renoncer. Alors, les congés d'été, non, il n'y avait pas de départ prévu, les loisirs, etc. Tout était réduit à néant, quoi. Donc, c'était vraiment au sein du logement et Internet, et les enfants passaient beaucoup de temps soit sur leurs devoirs, soit sur Internet, mais toute la vie était vraiment repliée dans ce pavillon, quoi. Mmh. Ce faisant, vous avez aussi rouvert un certain nombre de dossiers, comme celui du logement, de dossiers, voire de boîtes noires, hein. Vous le dites dans votre introduction, l'une et l'autre, il y a eu assez peu de surprises à travers toutes ces rencontres que vous avez pu réaliser. Vous parlez, vous, Anne Lambert, surtout de dévoilement, c'est-à-dire que la crise a d'abord et surtout rendu plus visibles des inégalités déjà existantes. Et pour beaucoup, elle les a aussi accentuées, hein, Joanie Caillouet-Remblière. Comment ces inégalités ont été encore plus marquées, soulignées par cette crise sanitaire, renforcée? Oui, ça faisait partie, pour le dire assez vite, d'une des deux hypothèses de départ. C'est vrai qu'on est parti dans cette enquête avec deux questions un peu parallèles, hein. Comment est-ce que finalement le confinement va transformer les styles de vie, les manières de vivre, les relations sociales, la manière de réorganiser le temps ou l'espace dans le logement. Et puis notre autre entrée, c'était celle effectivement des inégalités, c'est-à-dire un événement qui frappe tout le monde un peu de la même manière, hein, la crise sanitaire. Et puis en même temps, comment est-ce qu'elle se vit de façon très différente selon les propriétés sociales des individus, leur genre, leur âge ou alors leur position sociale. Et c'est vrai que nous, on est rentré dans cette enquête avec une des grilles de lecture qui était celle des différences socio-professionnelles, par exemple, dont on sait que les écarts de vie, de conditions de travail tendaient déjà à s'accentuer avec des inégalités grandissantes depuis le début des années 2000. Et ce qu'on observe sur les différences de classe sociale, par exemple, dans cette enquête, c'est concrètement que ce sont les ménages qui déjà devaient compter, déjà étaient dans des situations, alors pas forcément les plus précaires, hein, mais ceux qui étaient dans des situations fragiles, moyennes, qui ont été le plus impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Alors que pour les plus favorisés, ça a souvent été une période d'épargne, puisque les loisirs étant moins accessibles, leur situation économique s'est accentuée. On a un graphique, par exemple, dans l'ouvrage qui montre vraiment l'évolution complètement inverse de plus on a de revenus, moins on va déclarer de perte de revenus liées au confinement. Donc ce sont ceux qui avaient les plus faibles revenus qui ont déclaré une plus forte perte
de revenus liés au confinement, à la crise sanitaire. Mais peut-être une autre forme d'inégalité qui nous a, je dirais, surprise dans l'enquête, qui ne faisait pas partie de nos constats de départ, c'est celle liée aux générations. C'est vrai qu'on le sait, hein, les jeunes forment aujourd'hui une génération qui a notamment des statuts d'emploi, de logement moins protecteurs que les autres classes d'âge, mais aussi que les autres générations qui ont été jeunes avant eux. Et ça, on le dit peut-être moins, on le sait peut-être moins. Et ça nous est apparu comme une réalité dès l'enquête en avril, mai, juin 2020, où d'ores et déjà, il était frappant que les jeunes étaient ceux qui payaient vraiment en termes de coupe sociale, un lourd tribut à la crise. Alors on va écouter le témoignage d'une étudiante obligée justement de travailler pendant la crise. Nos supérieurs nous courent après pour en faire encore plus. Et si les gants se craquent, par exemple, ça c'est très drôle, mais si les gants se craquent, on ne vous en redonne pas une paire. On se débrouille toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. On nous donne le masque qui est censé être pour 2-3 heures, mais on nous demande de le garder presque toute la journée. Étant donné que je suis en 15 heures, je n'ai pas un SMIC, je touche 580 € par mois, mais c'est ça, pour un salaire d'étudiante en plus. Donc, on est à beaucoup d'étudiants qui sommes obligés d'aller travailler. Moi, je suis obligée d'aller travailler pour financer mes études. Mes parents ne peuvent pas me financer mes études. J'aimerais moi aussi rester chez moi, ne pas travailler et rester confinée chez moi en toute sécurité, surtout que j'ai mon père qui a une santé fragile. Vous trouvez qu'on n'a pas assez écouté, pensé aux jeunes, à la jeunesse pendant cette crise, qu'elle soit étudiante ou en train d'entrer dans la vie adulte, sur le marché du travail ? Alors, c'est vrai que c'est une problématique sociale qui est apparue beaucoup plus tardivement, hein. C'est vrai que dès le printemps, quand on enquêtait, pour nous, c'était très frappant. Alors, d'une part, que les jeunes forment un groupe social plus impacté que les autres, alors à la fois en termes de conditions de logement, puisque les jeunes disposent de plus petites surfaces, de statuts de logement moins protecteurs. Ils étaient très nombreux à déclarer, par exemple, avoir peur de quitter leur logement ou de ne plus pouvoir payer leur loyer. Et puis, en termes d'emploi, hein, le taux d'emploi des jeunes, par exemple, est divisé par 2 dès le printemps, alors qu'il est divisé par 3 dans les autres classes d'âge. Mais peut-être plus que le groupe en tant que tel, ce qui est frappant, et on l'entend là dans le témoignage qu'on a entendu ici, c'est l'écart entre les jeunes en termes de le fait de devoir tout d'un coup faire reposer toute sa situation sur la solidarité intergénérationnelle. Et ça a accentué très très largement l'écart entre les différents groupes de jeunes, entre ceux qui pouvaient disposer d'un logement, par exemple, payé par la famille. On a des portraits dans l'ouvrage. Je pense, par exemple, au portrait de Louise, qui est étudiante sage-femme et qui se retrouve pendant le confinement avec ses colocs qui partent. Et donc, elle récupère l'appartement parisien à 3 pièces où demande à son copain d'emménager. Elle qui n'imaginait pas forcément vivre avec son copain sitôt dans sa vie. Elle se retrouve à découvrir la vie conjugale, à vivre finalement un confinement plutôt privilégié du fait des ressources familiales. Et inversement, d'autres jeunes qui sont privés de cette solidarité intergénérationnelle parce que les parents n'ont pas les ressources pour les aider ou qu'ils n'ont pas les relations tissées avec leurs parents qui leur permettent de continuer à être aidés. Eux se trouvent complètement isolés, obligés d'aller travailler, parfois ne pouvant pas travailler. Et par exemple, le portrait de Seif Kosso, qui est un jeune qui est suivi par Pascal Dietrich depuis une quinzaine d'années, qui est quelqu'un qui a déjà connu la rue, qui a quitté sa famille à cause de la violence conjugale et la violence de son père, qui se retrouve finalement soumis aux aides complètement dépendantes, des aides d'urgence, de quelques centaines d'euros que va lui verser le Crous au bout de 2 mois et enfermé dans son logement de 9 mètres carrés à essayer de continuer à suivre ses cours. Et qui va se prendre de plein fouet la crise sanitaire
sanitaire, ces conditions d'insertion des jeunes dans la vie adulte qui sont de moins en moins bonnes depuis un an. Anne Lambert, on l'évoquait, la proposition notamment des Verts aujourd'hui de mettre en place un RSA jeune dès 18 ans, est-ce qu'elle mériterait sérieusement d'être considérée ou reconsidérée pour essayer de réduire le fossé des inégalités qu'on évoquait à l'instant? Oui, absolument, hein. Là, c'est la communauté académique entière qui est d'accord, mais depuis des années déjà, les spécialistes de la pauvreté, Nicolas Duvaux, Serge Pogam, etc. Tout le monde s'accorde sur le fait que les jeunes ne doivent pas échapper au filet de protection sociale, notamment que serait ce RSA. Il existe le RSA jeune aujourd'hui, mais il est très, très difficile d'y avoir accès. Les critères sont très, très compliqués. Et laisser les jeunes dépendre des solidarités familiales, c'est prendre le choix des inégalités, puisque En tout cas, de les perpétuer. Ouais. de perpétuer et de les redoubler, puisque nous, on a vu ça pendant cette crise, mais les données européennes de la crise financière de 2008-2009, l'enquête Cher montre la même chose. Ça veut dire l'aide financière, l'aide en logement augmente et décuplée à mesure que les revenus des parents augmentent. Donc là, c'est pour ça qu'on avait souhaité la préface de Dominique Méda, mais pour remettre un peu en perspective les transformations de l'État et des politiques de redistribution. Là, les jeunes, c'est vraiment un point noir. Alors, la tribune d'Elisabeth Borne récemment rappelle qu'il y a des enjeux idéologiques forts. On est aujourd'hui dans un conflit plus politique que vraiment fondé sur des données empiriques, puisque l'idée, c'est de les sortir des dispositifs, de pas les placer en situation de dépendance, de se laisser vivre, etc. sur les jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas des jeunes qu'on a enquêtés. Le fameux portrait de Seif, en fait, lui, il est par exemple boursier en Master 2, et on voit très bien comment la crise, en fait, va réduire à néant ses chances de s'en sortir socialement. Il partait d'un milieu très, très défavorisé, et il avait réussi à s'établir comme étudiant en Master 2, boursier, etc. Et là, aujourd'hui, il se retrouve complètement isolé dans un studio avec des aides très minimes pour survivre. C'est une situation qui est catastrophique pour les jeunes modestes et ceux qui étaient en situation d'ascension sociale, de moins en moins nombreux, de plus en plus rares, mais... Des ailes coupées et des jeunes coupés aussi dans cet élan qu'ils avaient réussi à créer avant la crise sanitaire. Vous citiez la préface de Dominique Méda, l'État dans la crise, crise de l'État. Depuis longtemps, quand même, Anne Lambert, l'État n'avait pas autant répondu présent. Et pourtant, est-ce que pour vous aussi, nous assisterions à une crise de l'État, comme le suggère Dominique Méda dans sa préface? Oui, c'est crise de l'État dans ses missions sociales. C'est-à-dire que là, on a un État urgentiste qui débloque des mesures pour colmater les brèches, le chômage partiel, les aides ponctuelles aux étudiants, le repas Crous à 1 euro, etc. Bon, il y a des questions qui se posent dans la mise en œuvre, l'opérationnalisation de ces aides, puisqu'on a vu les déboires avec les repas Crous qui n'étaient pas prêts. Les Crous localement ne pouvaient pas, par exemple, servir ces repas. Mais le débat qui se pose aujourd'hui, c'est les réformes plutôt structurelles qu'on engage et qu'on engagera pour réparer, colmater l'écart des inégalités qui se sera creusé, et puis préparer l'avenir. Et là, sur l'ampleur des réformes structurelles, il y a un gouffre béant, alors peut-être qu'il va être posé et reposé pour les élections présidentielles prochaines. Mais l'État est pompier aujourd'hui, mais l'État ne prépare pas l'avenir, en tout cas pas l'avenir de cette jeunesse. Il ne l'avait pas préparé, ce que souligne Dominique Méda effectivement dans sa préface, en détricotant des services publics et des aides qui auparavant existaient et qui auraient pu servir de filet de sécurité de manière bien plus forte dans un moment comme ça, quand la crise est survenue. Je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui d'un médecin urgentiste pendant le premier confinement. C'est un nouvel extrait de la série documentaire de France Culture. Il est au micro, ce médecin urgentiste, de Nedjma Bouakra. Dès la première vague, je suis tombé malade le 16 mars. Donc j'ai vu des patients le 15. 2 jours après, j'ai commencé à avoir des symptômes. Et donc, je commence à me sentir pas bien, fièvre sévère, avec des céphalées. Puis ça va mieux. Et après, hop, c'est sinusoïdal en fait. Et c'est reparti. Jusqu'à que j'ai commencé à désaturer. Et à ce moment-là, j'ai été hospitalisé. Je suis passé en soins intensifs. J'ai pas été intubé. J'ai récupéré, très fatigué. Ça me fait 1 mois maintenant. Dès lundi, je vais rebosser. Ma femme, elle fait des heures pas possibles. Moi aussi. Je sors là un petit peu, j'ai commencé. Alors, je fais plein de visios aussi pour rassurer les gens. Et je vois les voisins. Je suis parti voir un voisin. Ils étaient 7 dans un 2 pièces.
comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez isoler, à qui je mets le masque, à qui je le mets pas en fait. Donc je les ai enfermés dans la cuisine, c'était pas possible, hein. Les enfants sont sortis, ils sautaient sur le canapé derrière le patient, etc. J'ai mis un masque au patient, je me suis mis un masque, mais voilà, système D, il y en a qui prennent des sacs poubelles parce qu'il n'y a pas de surblouse. Mais le moment va venir, il va être terrible. C'est clair qu'on ne pourra plus avoir cette séparation, cette médecine à deux vitesses, ce monde à deux vitesses après cette crise. Clairement, on a vu les inégalités. Ce témoignage, il soulève beaucoup de problèmes, mais il pose surtout d'emblée la question quand même de l'espace, hein, Joanie Caillois-Tremblières, la promiscuité, ce qu'elle a engendré aussi, hein, dans les familles. Oui, c'est vrai que l'isolement dans le logement, le repli sur le logement, ça a créé des situations parfois nouvelles, puisque en fait, les familles en général ne vivent pas dans leur logement 24 heures sur 24. Ça paraît très simple, dit comme ça. Ils ne vivent pas ensemble 24 heures sur 24, ils ne vivent pas habituellement. ensemble, Oui, et ils ne aussi. vivent pas à l'intérieur de ces quatre murs qui ont été tout d'un coup beaucoup plus perméables pendant le confinement. Vous parlez de ces mondes privés qui se sont refermés sur eux-mêmes. Hein. Effectivement, ça a créé des difficultés parfois dans les couples, hein, des tensions conjugales, des difficultés aussi avec les enfants. C'est vrai que c'était une des attentions très fortes de tous nos portraits, d'essayer de voir aussi comment est-ce que les positions se redéfinissent à l'intérieur des couples, comment est-ce que dans les cas des familles avec enfants, on va arriver à se séparer le travail professionnel qui parfois s'installe au domicile, le travail conjugal, le travail domestique, le travail parental, l'école à la maison aussi, qui était quelque chose qui finalement créait en fait un temps qui était à la fois extrêmement long, puisque les journées pouvaient paraître très très longues. Les femmes vont déclarer qu'elles sont beaucoup plus difficiles à vivre que pour les hommes, par exemple, parce qu'elles devaient s'impliquer beaucoup davantage sur le travail éducatif des enfants, et puis en même temps un temps qui devient un peu inaccessible, avec très peu de possibilités de sortir de ce monde clos, de ce huis clos familial qui effectivement a des effets assez forts et dépendants des conditions de logement. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement à ce que les conditions de logement, dont on a toujours dit qu'elles sont plus difficiles en ville, plus difficiles pour certaines catégories sociales, se mettent à avoir un effet dédoublé, triplé par rapport au temps ordinaire. Oui, beaucoup de logements qui étaient finalement inadaptés pour vivre une telle période de confinement pour ceux qui habitaient dedans, que ce soit effectivement le manque d'espace pour des familles nombreuses, que ce soit des étudiants qui vivent dans des petites chambres ou dans des studios partagés à plusieurs. Ce sont des espaces qui sont pensés pour vivre beaucoup à l'extérieur et pas forcément pour imaginer un tel repli. D'un côté, il y a eu les personnes isolées, Anne Lambert, hein, qui ont souffert de la solitude, et puis de l'autre, il y a eu les familles, les couples, avec un reconfinement qui a remis sur la table cette question de l'égalité homme-femme. On se souvient de cette internaute, Miss Potkin, mère de famille trentenaire britannique, qui a décidé de faire la grève des tâches ménagères et qui a raconté avec beaucoup d'humour le quotidien de son foyer sur les réseaux sociaux, avec notamment un tweet où elle avait elle avait questionné qui craquera en premier. Pas moi, disait-elle. Face à cette grève, elle attendait que son mari et ses enfants se bougent et prennent en charge aussi une part des tâches domestiques. Est-ce que vous avez pu constater, Anne Lambert, dans l'urgence du confinement, beaucoup de nouveaux arbitrages au sein des couples se mettre en place et pas forcément à la faveur des femmes ? Ah oui, c'est sûr que beaucoup d'arbitrages nouveaux, enfin, donc c'est peut-être posé enfin, la question, c'est pas exactement posé en ces termes, au sens où ça s'est installé très brutalement, et effectivement, il n'y a pas eu de négociation ou de discussion très, très éclairée là-dessus. Mais ce qu'on observe, en fait, les évolutions négatives qu'on observe en défaveur des femmes sont au croisement de deux choses. Premièrement, elles ont plus souvent perdu ou arrêté leur emploi, quelle que soit la nature, hein, pour se mettre au service des enfants, donc les ASA, etc., ou elles ont été affectées par
le chômage, l'arrêt d'un contrat de travail. Donc elles ont moins souvent pu continuer leur activité professionnelle pendant le confinement et quand elles étaient à la maison, elles ont plus souvent pris en charge le travail domestique. Alors le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'on a une image, on a une image souvent que tout le monde y a mis du sien, tout le monde en a fait plus, y compris les hommes. Et quand on interroge un peu spontanément les gens, les couples, on se rend compte, les hommes disent mais oui, mais moi aussi je participe, je fais des choses. Et effectivement, l'INSEE le mesure notamment aussi très bien dans une enquête de juin dernier, les hommes ont augmenté leur part de prise en charge de l'éducation, du soin aux enfants, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que la hausse, le surcroît de travail domestique et parental a été nettement plus souvent, plus fortement absorbé par les femmes. Et les entretiens montrent de manière assez claire que là, ça ouvre pas de nouvelles voies de répartition du travail domestique. C'est massivement les femmes et ça s'inscrit dans les formes de partage en fait, qui présidaient déjà au travail domestique avant. Ça veut dire concrètement dans les couples nous qu'on a enquêtés où par exemple les femmes étaient déjà au foyer, mère au foyer s'occupant des enfants, par exemple Agnès Carrel dont le conjoint est cadre supérieur, etc. Par exemple, elle a tout fait en confinement, son conjoint enfermé dans la chambre, il sort une demi-heure le midi, une demi-heure le soir pour dire bonne nuit. Dans les couples où les femmes étaient sans emploi, en fait, elles sont devenues disponibles, leur disponibilité pour la famille presque H24. Mais ce qui était intéressant de constater, c'est que dans les couples très proches, sociologiquement, les couples homogames, comme on appelle ça, par exemple, les couples de deux profs, c'est un entretien qu'a fait Paul Joya, qui est très intéressant, c'est deux profs qui passent donc tous les deux en télétravail, profs de collège, etc., qui étaient plutôt égalitaires, porteurs d'un ethos égalitaire, donc c'est les classes moyennes diplômées qui sont habituellement sensibles à ces questions d'égalité. Mais un confinement, ça se dérègle complètement. Et donc Jeanne, la mère de famille, s'occupe à la fois à 100% de son travail et 80%, on va dire, des enfants. Et son conjoint, lui, il arrive à garder un petit peu de temps pour la sculpture sur bois, pour les loisirs, etc. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'en réalité, le temps de travail des femmes, il s'est vraiment divisé entre travail domestique, travail salarié, là où une partie des hommes ont pu maintenir un peu des loisirs personnels ou s'extraire du temps quotidien. Et inversement, dans les couples, dans les couples, par exemple, ça c'était assez caractéristique, où les femmes ont continué à travailler, où les hommes sont arrêtés par la nature de leur emploi. Par exemple, un couple qu'on avait un homme pilote et la femme continue à travailler parce qu'elle est prof à l'université. Inversement, on n'a pas eu de situation où le conjoint, l'homme, se met au service complet du groupe domestique. Au mieux, on a un tableau de répartition des tâches, tout le monde doit prendre sa part, donc peut-être rééquilibrage léger, mais pas du tout d'inversion totale. Donc ça, c'était assez marquant en fait, ce côté, la crise, ça délégitime un petit peu l'expression d'une contestation féminine, au surcroît de tâches domestiques, il faut y aller, il faut y mettre du sien, etc. Et ce sera intéressant de voir dans la durée comment ces arbitrages pris sur le vif perdureront ou quel équilibre ou déséquilibre ils laisseront, quelle trace en restera. On va écouter un dernier témoignage, si vous le voulez bien. Je rappelle que je suis en compagnie d'Anne Lambert et de Joanie Caillouette-Ramblière, qui ont toutes deux dirigé un ouvrage collectif, L'explosion des inégalités, préfacé par Dominique Méda, qui est publié aux éditions de l'Aube et qui fait ce constat des inégalités aggravées encore par la crise sanitaire. Un autre témoignage, je vous disais, celui d'un ancien chanteur d'opéra devenu, à la faveur ou plutôt à la défaveur de la crise sanitaire, livreur à vélo pour Uber Eats. Oh, sole mio, sta fronte a te. Oh, sole, sole mio, sta fronte a te. Sta fronte a te. C'est fatigant de chanter en faisant du vélo parce que tu peux pas respirer. C'est intéressant. Alors, il faut que je fasse vite parce que j'ai 20 secondes pour répondre. Après, je l'aurai plus. 11 €, c'est beaucoup pour nous. Ça veut dire qu'il va y avoir 8 km à faire. Vous faites ça tous les jours ? Alors moi, je ne peux pas tenir faire ça tous les jours. On devient quand même un peu frappé à faire ça tout le temps. J'essaie de faire 8 à 10 repas par semaine parce qu'avec ça, je m'en sors. J'ai un fils qui a 18 ans, qui est en train de galérer comme... C'est l'horreur pour lui parce qu'il a craqué en distanciel. Ce qui me fait tenir et ce qui me fait rouler et tout ça, c'est de lui payer ces trucs, c'est d'être là, quoi. Ça fait belle lurette que j'aurais laissé tomber. Demain, par exemple, je vais lui acheter un frigo. C'est con, parce qu'avant, moi, un frigo, je dis, ton frigo, voilà, je roule pas pour acheter un frigo, par exemple. Il vous faut combien de jours, combien de kilomètres, combien de courses pour payer un frigo à votre fils ? En supposant que ça me coûtera dans les 150 €, ça fait à peu près 3 jours et, je sais pas, 200 bornes. Belle, belle, turbando a riposo, narcise
Anne Lambert, on a évoqué les solidarités intrafamiliales dont témoigne aussi ce chanteur-livreur. Ce qui est intéressant et ce que vous montrez bien dans cette enquête collective aussi, c'est toutes les ressources qui ont été mobilisées et au sens positif aussi du terme, c'est-à-dire les solidarités qui se sont mises en place dans la vie de ces familles. On a parlé des familles, mais ça peut être aussi l'ancrage local qui a joué. Oui, tout à fait. L'ancrage local pour les familles qui sont installées depuis plusieurs années à proximité de l'entourage, etc. Là, elles puissent des ressources, de l'entraide informelle ou même pour le travail au noir, compléter des revenus. Mais on a aussi vu effectivement en confinement que toutefois, notamment dans les villes, les familles, elles ont un petit peu perdu de l'aide du voisinage, alors au profit des seniors dont on disait effectivement et qui en ont plus besoin au départ. Mais il y a eu les échanges de services dans le voisinage ont été importants, se sont maintenus à un volume relativement important, comme d'habitude, comme avant le confinement, mais par contre se sont redirigés un petit peu des groupes à l'autre. Et pour les jeunes qui ont plus souvent quitté leur domicile, qui sont rentrés chez leurs parents ou qui sont un peu plus isolés, là, ils sont quand même assez isolés. Ils restent assez isolés. Ils déclarent souvent aussi très fortement un sentiment d'isolement dans leur quotidien, dans leur voisinage. Donc le témoignage que vous avez mis est assez touchant de ce point de vue. Ouais. Pour terminer avec vous, Joanie Caillouette-Remblière, on entend aujourd'hui reparler d'un confinement ou d'un reconfinement plus dur et généralisé avec un exécutif qui tenterait de retarder le plus possible cette décision. Est-ce que d'ailleurs ce retard à l'enclenchement d'un nouveau reconfinement est à mettre au crédit de l'exécutif actuel pour vous? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment, dans cette crise sanitaire et dans le premier confinement, notamment pris en compte les dommages sociaux et les dégâts psychiques de ces mesures de confinement dures, nettes et franches? Oui, je pense qu'au premier confinement, on n'avait pas forcément en tête l'ampleur des conséquences que ça voulait dire aussi, parce que la classe politique est en partie déconnectée d'une partie des vies qu'on raconte dans cet ouvrage. Par exemple, tous ces ménages dans la pandémie a complètement heurté leur trajectoire, où ils étaient dans des périodes très fragiles. Et puis, finalement, il y a une déconnexion assez forte entre le monde politique et les conditions de vie d'une grande partie des classes populaires, des classes moyennes. Et on n'a pas forcément conscience de ce que ça veut dire pour tout le monde de s'enfermer dans un huis clos si petit. Mais du coup, aujourd'hui, vous parlez de nouvelles fractures ou de fractures qui se sont aggravées ? Alors, en fait, c'est dans le même sillon des inégalités qui étaient creusées depuis le début des années 2000 que s'est inscrit ce prolongement, cette explosion. Donc, on n'a pas de nouvelles fractures au sens où ce serait de nouvelles lignes de clivage. On a plutôt un approfondissement, mais un approfondissement massif, rapide, tel qu'on l'a rarement observé dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire récente, de ces lignes de fracture, que ce soit entre les jeunes générations et les plus anciennes, ou entre les classes sociales, ou encore entre les hommes et les femmes à l'intérieur des foyers. Merci beaucoup à vous, Joanie Caillouette-Remblière et Anne Lambert, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution aux éditions de l'Aube de cette enquête, ouvrage collectif, l'explosion des inégalités, classe, genre et génération face à la crise sanitaire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Valentine Allouin et de Cathy Renaud à la réalisation. C'était Thomas Beau avec Jean-Frédéric à la technique. Bel après-midi à tous sur France Culture.